c'était nickel, on était parfait. Bon Charles, merci de venir, dis donc, de Montbattin. Ouais. Tu fais du sport toi le matin? Le lundi, le mercredi et le vendredi, on fait du sport chez les Italiens, et puis après, j'en fais un peu à côté. Mais... ouais, le métier a changé. Hein. Oh, j'aime bien que tu dises ça. Attends, j'ai fait du sport aussi, moi, quand j'étais jeune. Ouais, le physique sur ces bateaux-là, c'est important quand même, j'imagine. Bah, c'est un plus, c'est sûr qu'à un moment, il y a une dimension physique, surtout sur la phase de départ, tout ça, où je pense qu'en étant malin, tu peux aussi économiser tes efforts. Donc, il y a quelques manœuvres où t'as beau être malin, c'est quand même physique, mais comme c'est plus de l'endurance que de la force physique. Et vous faites des virements en jibe ou pas? Ça t'arrive de Alors faire moi j'ai ça? la chance d'avoir un bateau qui vire très très bien. Ah, Et donc t'as pas besoin de bouger le certains chariot. finissent en jibe, mais moi, avec quelques techniques qu'on a développées et tout ça, on arrive à virer extrêmement bien. Donc en fait, j'ai jamais besoin quasiment jamais besoin de jiber. J'ai la chance d'avoir un bateau qui vire très bien par rapport aux autres. Tu le connais par cœur celui-là? Mais je commence à bien le connaître. Ouais. C'est sûr que je me suis jamais senti aussi à l'aise sur un bateau. Et je le connais aussi bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, comme malgré tout, avec le niveau de la concurrence qui a bien augmenté les bateaux qui se mettent au point, c'est qu'on se repose beaucoup de questions et qu'on change nos façons de régler. Donc c'est pas mal. Toi, tu viens d'où? Le jeune Charles Caudrelier, il était où quand il était petit? Il est tombé dans un bateau tout petit ou... Il est, non, pas tant que ça. Enfin, il est tombé au bord de l'eau. Hein, puisque à 2 ans, mon père quitte Paris et nous installe à Big May, donc en face, voilà, vue sur les départs de Port-la-Forêt. Donc à l'époque, c'était les classes 40, plus que les Figaro, quand j'étais tout jeune. Et puis il m'emmenait sur les départs de course. Mais ça m'inspirait moyen, quoi. Jusqu'à l'âge de 15 ans, là où il a commencé à voir les Figaro, il a commencé à voir Michel Desjoyaux qui s'entraînait, Jean, et c'est un peu devenu mes idoles. Et mon père m'emmenait sur les départs de toutes les courses. Et c'est vraiment départ de la Solo Concarneau. Il y a Michel qui passe et il me dit, tu vois, lui, ça va être un grand champion. Donc il avait quand même... Ah ouais. Et puis, je sais pas, je me suis attaché au personnage et après, j'ai pris le virus. Ouais. Mais t'avais pas avant, pas trop d'intérêt jusqu'à l'âge de 15 ans sur ça? Ben, mon père avait des bateaux hein, et il les a vendus assez vite parce qu'on ne s'intéressait pas trop à ça. Par contre, il faisait beaucoup de planches à voile. Ok. Donc moi, mon contact avec le vent et l'eau, c'était la planche à voile. À 7 ans, il m'a mis sur une planche et puis il m'a dit, vas-y. Et puis, mais avant l'âge de 15 ans, j'avais jamais fait une régate de ma vie. Et donc tu rêvais pas de faire le tour du monde ni quoi que ce soit, encore moins? Non, j'ai vraiment commencé à l'arrivée des Figaro et au départ de la route du Rhum. J'ai cette image, je raconte un peu toujours la même histoire, mais cette image de Laurent, tu vois, sur son flotteur, ouais, qui passe réel sur un patin, et tout le monde dit c'est fabuleux. Et bon, je ne sais pas si c'était la première fois, mais en tout cas pour moi c'était la première fois que je voyais un bateau comme ça. Et le personnage m'a fasciné. Évidemment. Et puis après, bah, ouais, j'ai commencé à découvrir les autres, quoi. Et là, j'ai accroché. Ouais. Et sur la solitaire du Figaro, vraiment, c'était enfin, pour moi, les idoles, c'était Jean Le Cam. Ouais. Je les touchais du doigt, quoi. Donc j'allais les voir s'entraîner. Des fois, j'allais me prêter des bateaux, j'allais m'entraîner avec eux, je me mettais à côté d'eux. Et c'est mes premiers contacts avec le centre de Port-la-Forêt. Ils me voyaient débarquer. J'avais un First 310 qui était le père d'Antoine Coche, d'ailleurs, qui me le prêtait. Et j'allais aller avec eux, jiber, tout ça. J'étais tout de suite très à l'aise en solitaire. Puis ça a démarré comme ça. Et on a eu la chance, avec toute une génération, dont beaucoup sont là, d'avoir la Solo, le Télégramme. À l'époque, la 20's Cup. J'avais jamais fait une régate de nuit. J'ai passé ma première nuit en mer en solitaire. Et ça s'est bien passé. La deuxième année, j'ai refait. Et il y avait Armel, il y avait Erwan Tabarly, il y avait Nicolas Troussel. Il y avait tous ces gens-là. Et ces courses-là, bah, ça a été nos premières régates en solitaire. Et c'est là où j'ai accroché, quoi. Toi, tu as combien de tours du monde? Surtout 2 au moins vainqueurs 3, j'en ai. Ouais. T'en as 3, mais dont 2 que tu 2 gagnes. on gagne, ouais. Enfin, ouais. En équipage? Toi qui aimes bien le solitaire? Ouais, c'était pas prévu. C'était pas prévu? Non, c'était pas du tout prévu. Hein. Moi, je voulais faire le Vendée Globe et comme tout le monde. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'imagination et heureusement, il y a Franck en a plus que moi qui s'est dit on va aller faire ça. Et ça tombait bien parce que j'avais pas trouvé d'argent pour le Vendée Globe. Et à l'époque, j'étais dans le team Safran et Marc m'avait dit peut-être que je ferais pas le deuxième Vendée Globe, donc tu pourras me remplacer sur le deuxième Vendée Globe. Ça s'est pas fait, il a continué. Et après, la deuxième et troisième Volvo, bah, j'étais en casting pour Safran et ils ont choisi Morgan Lagravière. Et au moment où ils m'ont dit non, j'ai eu le téléphone qui a sonné et on m'a dit est-ce que tu veux skipper un bateau pour la Volvo? Donc, coup de chance. Voilà. Et toi, tu préfères toujours le solitaire?
Oh, j'aime les deux en fait. Moi j'ai beaucoup aimé la Volvo. Enfin la première édition, après c'était plus dur parce que Skipper et puis la première édition avant, donc Skipper ça allait, la deuxième était un peu pénible pour moi, pour plein de raisons, mais c'était dur en plus. Mais c'est une course dure de toute façon, elle est vraiment dure cette course. Là, de retourner dans le sud avec ton bel oiseau. Bah, je préfère retourner avec ce bateau-là qu'avec les Volvo 65 où on était très exposés à la mer. Bon après il y a des risques, hein, c'est sûr c'est pas anodin d'aller avec ces bateaux-là dans le sud, mais voilà, je connais le parcours, je le connais, je l'ai fait à fond la caisse en course dans des rythmes, je n'aurais pas imaginé naviguer à ces rythmes-là sur les 2 dernières Volvo. Parce que la première, on avait tous vraiment mis le frein, mais la dernière, on a vraiment repoussé les limites, je pense, du raisonnable. Donc voilà, je pense que le bateau est très bien fait pour ça, et très à l'aise dans ces conditions-là, donc je me sens plutôt bien d'y aller. Après, je vais pas être tout le temps... Le point commun de tout le monde, ça va être de savoir doser un peu. Le point commun de tout le monde, c'est que personne n'a réussi pour l'instant, à mener ses bateaux très longtemps et très loin. Ouais. Enfin, vous n'avez pas eu l'occasion non plus de le faire. Bah, on a tenté une fois, on a cassé un safran. Oui. On a fait d'autres courses de 30 jours, la Finistère Atlantique, bon, c'était la première course avec le bateau. On a fini, mais on avait quand même des bons petits soucis techniques. Et puis il faut un peu de réussite, parce qu'il ne faut pas taper, il faut pas... Voilà, mais ce n'est pas forcément en ralentissant que l'intégrité va augmenter. En tout cas. Disons qu'à une certaine vitesse, quand même, on arrive dans le mur de la cavitation, et là on abîme les appendices, donc il faut doser. C'est quand même des bateaux, enfin, les multicoques, c'est un peu les seuls bateaux où des fois tu te poses la question de ralentir. Alors que dans d'autres bateaux, tu es un peu toujours à fond, quoi. Donc, et surtout, ils encaissent tellement que tu peux vraiment pousser fort, même en solitaire, je trouve. Donc va falloir trouver le bon rythme. Ça va être le gros défi. Ça sera peut-être le plus malin, pas le plus rapide qui va gagner. Et tu connais forcément tous tes concurrents par cœur. Ouais, on commence à bien les connaître, ouais, c'est sûr. Tu disais que donc ça fait progresser. Une autre manière de naviguer, mais il y a des manières très différentes. Vous apprenez quelque chose tous les jours. Non, mais les bateaux sont tous un peu différents, donc ils ont quand même des points forts et des points faibles. Ouais. Nous, on a la chance, c'est vrai, d'être toujours très polyvalent. On arrive à avancer bien dans toutes les conditions, avec des points forts dans d'autres. Après, c'est vrai que là, on a beaucoup navigué en équipage, ou en double, ou enfin avec des courses. Il faut voir comment les gens vont gérer le bateau sous pilote, c'est pas la même chose. Et là-dessus, on a bien travaillé, je pense, sur les pilotes. On a vraiment un pilote très performant. Donc ça peut jouer énormément. Ça a progressé beaucoup, non? Ouais, ils apportent de la sécurité et de la performance. Des fois, on entend beaucoup de commentaires, genre, et maintenant, c'est plus des marins, ils sont tout l'été. En fait, je pense que le sport, depuis que tu as commencé la voile jusqu'à la fin de ta carrière, le sport, il a évolué, mais tes sensations restent toujours les mêmes et tu navigues toujours avec tes sensations. Ça reste pour moi la même chose, c'est juste comme on va plus vite et qu'on a plus de techno à bord, on l'utilise, mais ça rend les bateaux encore plus performants, mais ça change pas. Et le réglage du pilote, tu le règles qu'avec tes sensations et ton feeling par rapport au comportement du bateau. Tu règles les gîtes, les contre-gîtes, tu règles la vitesse, les angles, les relances, enfin tout. Donc c'est vraiment... nous, on l'a conçu, notre pilote, pour comment on aime barrer le bateau. T'as hâte d'y être, toi, un peu plus loin? J'ai hâte de me découvrir sur ce type de parcours. J'ai pas fait mon Vendée Globe, ça a toujours été un peu une frustration, donc mais là, je pense que c'est presque mieux, j'ai envie de te dire, parce que c'est le plus beau parcours sur les plus beaux bateaux, donc en solitaire. Donc c'est un peu le truc que j'avais jamais imaginé faire, mais je suis content. Et puis je trouve ça sympa d'être les premiers à le faire. Il y a plus beau. Tout a été un peu fait, tu vois. Donc même si le parcours on le connaît, même si les bateaux on le connaît, ça n'a jamais été fait en course, en solitaire, sur ce type en multicoque. Donc ça va être une première et ouais, je suis content. Est-ce que tu segmentes un petit peu, pour ce tour du monde-là particulièrement, la descente comme en mode régate, on surveille, et le mode sud, un peu plus en survie à cause des états de la mer, parce qu'on est un peu loin de tout Moi, je pense que de toute façon, on peut faire des plans, mais c'est un peu l'effet de course qu'ils vont faire. Si tu arrives avec 200 000 d'avance et que tu prends un train d'avance, tu vas gérer. Si tu es au contact, ça va pousser sur les... On ne peut pas vraiment faire de plan et il y a toujours un qui va essayer. Enfin, quand on est bord à bord, on sait tout. Et c'est là où il ne faut pas aller à la connerie, justement, parce que, effectivement, c'est tentant de pousser. Je pense qu'il y a un peu de tout dans les concurrents. Je pense que Tom est très jeune, il peut... Limite, c'est peut-être le plus dangereux parce que je pense qu'il va peut-être... Je pense qu'il est sage, mais ce qui ne va pas être
plus inconscient et ça va marcher. Je me rappelle du Vendée Globe d'Armel et François. Et François, qui était très jeune, il poussait fort et Armel, il voulait conserver. Il a été obligé de s'adapter au rythme de François finalement, mais c'était toujours François qui relançait. Donc il y en a toujours un qui peut pousser. Je pense qu'Armel et Thomas sont des gens qui ont plus d'expérience, sont peut-être plus neutres, mais s'il y en a un de nous qui pousse, ils vont suivre. Comme je connais bien le bateau, et puis on l'a déjà poussé, on a déjà été là-bas, on a quand même fait un bout de mer du Sud. Ouais, je sais à peu près ce qu'il faut faire et pas faire, mais bon, les faits de course, je pense que c'est important. Le départ, il va être animé parce que, en fait, tu peux rater un wagon, quoi. Donc tout le monde va avoir peur de ça. Donc je pense que jusqu'au Sud, ça va plutôt pousser. Et après, ah ouais, on rêverait d'avoir un petit matelas d'avance pour gérer le bateau. Mais j'ai du mal à croire que ça va se passer comme ça, parce que les bateaux sont très proches. Et les gars sont bons, la flotte elle est super homogène en fait. Donc s'il n'y a pas d'avarie, je vois bien une entrée dans le Sud assez groupée. La gestion de ces bateaux là en mode, je ne vais pas dire dégradé, mais en tout cas dans le Sud, ou à cause de l'état de la mer, où il y a beaucoup de... Il y a un moyen de calmer le jeu sans trop perdre, ou comment ça se passe? Ou c'est brutalement, justement, tu voles pas, et d'un seul coup, tu perds 10 nœuds ou... Ouais, non, tu es toujours à chercher à voler. Après, quand tu es dans la mer, tu voles moins bien, tu touches, tu contre-gites, donc tu as des phénomènes comme ça qui te ralentissent. Beaucoup, parce qu'on peut presque perdre 10 nœuds de moyenne, finalement. Et qui sont presque plus ouais. Mais, traumatisants pour la structure, d'ailleurs. Ouais, un petit peu, pour le foil au vent, mais... Les bateaux souffrent en permanence, que ce soit les vitesses et l'état de la mer. Hein. De toute façon, les efforts sont monstrueux. Mais le problème, c'est plus les grosses accélérations, parce que les bateaux sont... Voilà, et en fait, c'est quand tu peux monter, quand il y a du vent, tu peux monter à 45-46 nœuds, et là, effectivement, ça souffre. C'est difficile à gérer le bon rythme en solitaire sous pilote. Tu as beaucoup de variations de vitesse. Donc, c'est pas simple. Mais des modes dégradés, il y en a pas tant que ça, parce que finalement, dès que tu voles, le bateau, il tape moins, finalement. Tu cherches plutôt à voler. Donc, mais ouais, il y a des... ça souffre, de toute façon. Tu peux pas faire grand-chose. Les bateaux, ils sont faits pour encaisser ça. Mais quand tu regardes toutes les jauges de contraintes, on est rarement dans le... En fait, nous, en tout cas, on est toujours loin des limites structurelles. C'est plus, moi je pense, les appendices qui peuvent souffrir un peu de fatigue, cavitation, et puis quelques systèmes aussi. Voilà, mais ça, dans l'ensemble, ça va, je trouve. Mais le premier objectif, c'est quand même de finir. Ouais, moi c'est ce que je me dis aussi. J'ai l'impression. De finir avec mon bateau en bon état. Ouais. Et si je le fais, j'ai la conviction qu'on peut... Ça, c'est 80% de la solution pour gagner, quoi. Exactement. Je pense que je connais bien les limites du bateau. Je sais quand il souffre vraiment. Et je l'ai vécu, donc je sais qu'il y a des choses qu'il faut pas faire, que je garde pour moi, mais il y a des limites à pas dépasser dans certaines conditions de mer. J'ai un peu cette expérience-là avec le bateau. Et voilà. Et je connais bien le parcours. Après, voilà, on a les portes de glace maintenant, donc c'est vrai qu'on est peut-être parfois plus emmerdé par le petit temps que par le mauvais temps, mais il y aura forcément des longs moments où on va très vite, et là, les bateaux, ils souffrent. Conclusion, merci Charles. Ben de rien, c'était sympa. J'aime bien conclure comme ça, t'as vu, c'est simple. Hein. Oui, mais c'est ta bonne conclusion, efficace.